Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des hôpitaux publics en Limousin. Entre tension et transformation, à quoi ressembleront les centres hospitaliers de demain? On en parle tout de suite, c'est parti. Des services d'urgence saturés, des difficultés financières, des salariés à bout de nerfs, des patients inquiets. La situation des hôpitaux publics en France est préoccupante. Le Limousin compte aujourd'hui 18 structures hospitalières sur son territoire. Comment sont-elles organisées? Permettent-elles un égal accès aux soins? Après des années de fermeture de services pour plus de sécurité, voici qu'aujourd'hui le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie préconise le retour aux établissements de proximité. On en parle ce matin avec trois invités. Didier Lequief, bonjour. Bonjour. Vous êtes aide-soignant et secrétaire CGT au centre hospitalier de Saint-Junien, en Haute-Vienne. Vincent Delivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre hospitalier de Brive et délégué de la Fédération hospitalière de France pour la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, Hubert Ortolari, bonjour. Bonjour. Vous êtes papa de 2 enfants qui ont eu des soucis de santé. Vous êtes le secrétaire d'une association d'usagers, France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre, vous siégez notamment au conseil de surveillance du CHU de Limoges. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Je précise à nos téléspectateurs que nous avons invité le directeur du CHU de Limoges ou un autre membre de la direction à participer à cette émission, mais que cela n'a pas été possible. Alors on va d'abord, je vous propose de faire un état des lieux. Vous le trouvez comment, vous, l'hôpital public en Limousin, Didier Lequief? Il va bien pour vous? Non, il ne va pas très bien. Non, déjà, il y a plein de choses à revoir, surtout sur la tarification, les budgets. Fur et à mesure nos hôpitaux. C'est une tarification qu'on trouve qui n'est pas du tout adaptée à l'hôpital public ou à n'importe quel établissement de santé. Il y a eu des manifestations à Saint-Junien qu'on a couvert sur France 3 Limousin. Le malaise, il est important chez les salariés? Il est important parce qu'on se pose des questions sur le devenir des hôpitaux de proximité, le fait de manque de médecins, des budgets qui sont déficitaires pratiquement sur pas mal d'établissements de santé. Donc oui, on est sur le devenir, sur les questionnements, on n'a pas de réponse, quoi. C'est là où on se pose beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de réponses. Hubert Ortolari, vous êtes le papa de 2 enfants, je disais, qui ont eu des soucis de santé. C'est comme ça que vous vous êtes amené à vous intéresser aux hôpitaux. Vous dirigez une association d'usagers, vous siégez donc au conseil de surveillance du CHU. Le CHU, c'est le patron un peu de tous les hôpitaux du Limousin. Il va bien, il va pas bien, le CHU? Comment est la situation d'après vous? Écoutez, je fais partie du conseil de surveillance et il est vrai, et je fais partie d'une association. Je pense que si on parle du CHU de Limoges, on pourrait parler de nombreux CHU et des hôpitaux en France. Je crois qu'aujourd'hui, les déficits de ces établissements est tel qu'il est très difficile d'embaucher et de faire les choses. Je pense que l'État a défini une politique de santé, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut redescendre sur la région. On a bien voulu créer 13 régions. Laissons à ces 13 régions la possibilité de sortir de cette difficulté que l'on rencontre. Parce que nous, en tant que patients, ce qu'on veut, on pense qu'au niveau de toutes les opérations et tout ça, c'est bien pris en charge. Mais que faisons-nous du patient ? Comment il est pris et comment il est considéré? Il y a eu une grève de la faim il y a quelques mois au CHU de Limoges. Est-ce que pour vous, la situation, vous direz qu'elle est critique aujourd'hui? Non, je pense que je m'en été expliqué d'ailleurs avec les syndicalistes qui avaient fait ce mouvement, parce qu'il est très important, nous, en tant qu'usagers, de discuter avec l'ensemble des parties prenantes dans un hôpital, quel qu'il soit. Et je pense qu'ils avaient été peut-être un peu loin dans cette démarche, mais ils avaient été loin parce qu'ils sentaient, bien sûr, que beaucoup de choses leur échappaient et qu'il y avait un manque de personnel pour pouvoir assurer un suivi correct des patients. Alors, même question, Vincent Delivet, comment va-t-il l'hôpital que vous dirigez à Brive, par exemple? Il a aussi ces problèmes-là, je suppose. Il va de l'avant, parce qu'on est dans un univers qui est en pleine transformation, et que, bien entendu, il y a des difficultés, comme partout, mais on a une richesse quand même qui est très importante, c'est le personnel. Et on a aussi des initiatives un peu partout en Limousin, mais en France aussi, d'hôpitaux qui se réorganisent, qui se repositionnent, qui intègrent de nouvelles techniques, qui réalisent aussi des prouesses médicales. Et je crois que ça, il faut le dire, parce que sinon, on finira tous par devenir complètement déprimés, alors que l'hôpital public est quand même le service public plébiscité par les Français, même si, évidemment, il y a des sources d'inquiétude sur les évolutions en cours, sur les transformations, etc. Donc, je crois que là où, au-delà des aspects financiers qui ont été évoqués, qui sont évidemment des problématiques, mais au-delà de ça, c'est plus de comment on redonne du sens au travail quotidien
des équipes, comment on remet tout ça en perspective et comment on se retrousse les manches pour trouver de nouvelles solutions pour faire face à tous les enjeux qui sont devant nous en matière de santé. Alors vous le disiez, le nerf de la guerre, c'est le financement, c'est l'argent aussi pour faire tourner ces établissements. Pas que, c'est la richesse humaine, je suis d'accord avec vous, mais vous avez aussi des soucis de déficit, de difficultés à financer ce que vous souhaiteriez faire? Plus spécifiquement sur l'hôpital de Brive, on a eu, moi je suis arrivé en 2010, on a eu une période de retour à l'équilibre comme beaucoup d'établissements, qui s'est très bien faite par des efforts évidemment de tous. Ça nous a permis ensuite d'avoir plusieurs années en situation très favorable, même excédentaire, et que nous avons réinvesti et pu développer de nouvelles activités. Là, on est dans une période, on va dire, de transition, où effectivement, dans un contexte national de baisse des tarifs qu'on connaît et qui est compliqué, où on est en train d'amortir nos amortissements, nos amortissements, oui, et de développer nos activités nouvelles. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur l'hôpital de Brive en particulier, mais ça nécessite effectivement des efforts au quotidien, des recherches d'adaptation permanente. Alors, la grande accusée de ces situations financières, en général, c'est ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Il y a des médecins qui disent on doit faire toujours plus avec toujours moins. Didier Lequet, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est peut-être déjà? Tarification à l'activité, oui. De toute façon, vous pouvez... nous, on trouve que c'est une enveloppe fermée, si vous voulez. Vous pouvez faire plus d'activités, toute l'activité que vous voulez. De toute façon, les remboursements baissent tous les ans. C'est-à-dire que si on prend actuellement sur l'hôpital de Saint-Ginian, que je veux prendre pour exemple, avec l'activité 2017 et le remboursement de la T2A, de la tarification à l'activité de 2018, vous perdez déjà 100 000 €. Donc de toute façon, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez, vous perdez de l'argent sans arrêt. Elle n'est pas du tout adaptée. Tant qu'on n'aura pas un gouvernement qui prendra la décision de mettre des vrais moyens en fonction des établissements avec les moyens humains et calculer ce budget qu'il faut pour qu'on puisse tourner correctement dans ces hôpitaux-là, on n'y arrivera pas. La tarification à l'activité, ce n'est pas du tout adapté pour les hôpitaux de santé publics. Et alors, il paraîtrait qu'il en est vrai pour remettre la tarification parcours patient, qui sera exactement la même chose, mais avec un nom différent. Oui, monsieur Delivet. Oui, alors, sans rentrer dans un débat hyper technique. Restons grand public, voilà. C'est notre public aussi. Mais la tarification, il ne faut pas oublier quand même, avant, l'hôpital était financé sous dotation. Et je rappelle quand même que beaucoup de développement hospitalier ne s'était pas fait, parce que justement, quand on arrivait à atteindre le budget dans certaines spécialités, on arrêtait de faire. Et moi, j'ai vu des hôpitaux arrêter de poser des pacemakers, arrêter de faire des prothèses de hanche, parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Donc, ça générait une frustration, en fait. Oui, et la tarification à l'activité a quand même permis, en son début, aux hôpitaux de se développer et de regagner finalement des parts d'activité qu'ils avaient perdues. Néanmoins, et là je suis d'accord avec M. Lequet, c'est-à-dire qu'on est dans une enveloppe fermée. Donc ce qui est le problème de la tarification à l'activité, c'est effectivement la connexion des tarifs avec les coûts réels de réalisation des actes, avec cette course du coût au volume pour essayer de récupérer des recettes qu'on perd. Bon, et il y a un deuxième travers qui est vrai sur la tarification à l'activité, c'est qu'elle ne permet pas, elle n'est pas favorable à une logique de coopération entre établissements différents. Oui, c'est chacun chez soi. Voilà, elle ne prend pas pour les parcours, c'est compliqué. Et donc, voilà, donc il faut passer à autre chose. Mais garder, à mon avis, la tarification à l'activité pour un certain nombre de spécialités, parce que c'est correct, mais en lui donnant, on va dire, sa valeur. Un système mixte en quelque sorte. Mais bien sûr. Et puis avec des modalités de financement qui permettent de gérer les parcours des patients entre professionnels, de structures différentes, de statuts différents, parce que finalement, le patient, ce qu'il souhaite, c'est d'être pris en charge par des équipes. Il se fiche de savoir quel est le statut, quelle est la personne, etc. Ce qu'il veut, c'est une prise en charge de qualité. Voilà. Alors, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital durant ce quinquennat. Un document du ministère de la Santé a été révélé par les syndicats. Il fait état de plus d'1,2 milliard d'euros d'économies sur la masse salariale. Est-ce que vous vous y attendiez, Hubert Ortolari ? Non, on s'y attend jamais lorsqu'on attendait des choses pareilles. Ça a été démenti par Richard Ferrand, je précise. On démentit bien, mais nous, ce qu'on veut, et ce qu'on veut que soit pris, c'est le patient. Et qu'aujourd'hui, quand on entend 30 000 infirmières en moins dans les hôpitaux français... C'est ce qui correspondrait à ce chiffre. C'est ce qui correspond à ce chiffre-là. Je dis non, c'est pas logique, ce n'est pas normal. On voit bien qu'à aujourd'hui aussi, vous parliez tout à l'heure du CHU de Limoges, je crois qu'on a tardé à faire les travaux qui nécessaient pendant des années, aussi bien l'ARS, excusez-moi, que certains n'ont pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a un CHU à Limoges qui est en pleine restructuration, qui est en plein travaux et qui permet... Moi, ce qui me fait plaisir également, c'est dans les premières phrases que vous avez dites, que j'ai écoutées ce matin, l'avancée sur les hôpitaux de proximité.
Ah, on y revient, enfin, on y revient. Et je pense que là aussi, on parlait d'urgence, qu'on remette dans ces hôpitaux de proximité des urgences avec un personnel adapté. Alors, et je veux bien penser qu'il nous faut des économies, mais essayons de voir où on fait les économies. On l'a vécu dans les EHPAD. On vient de faire un plan EHPAD. Excusez-moi, je pense qu'il ne correspond pas encore à ce qu'on souhaite pour... Il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant, absolument pas. Absolument pas. Alors moi, je veux bien qu'on supprime du personnel, mais qui va payer? On va reparler de cette proposition. Oui, monsieur Dolivet? Oui, il y a une différence, enfin, il y a une notable entre l'évolution tendancielle des charges pour les hôpitaux et les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie pour les établissements de santé. Il y a une différence de 2 points. Effectivement, c'est pratiquement 1 milliard qu'il faut trouver en termes d'économie. Donc c'est vrai que les hôpitaux ont fait beaucoup d'efforts là, ces dernières années, que ça pèse sur les capacités à investir. Parce que ça, c'est vraiment un problème majeur. Aujourd'hui, les hôpitaux... Et d'anticiper l'avenir. Voilà, exactement. Alors je crois que, en revanche, il faut se dire qu'aujourd'hui, on peut faire mieux avec moins. À un moment donné, ça devient compliqué. Mais ça veut dire qu'il faut faire autrement. Voilà. Et donc aujourd'hui, mais c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour la ville, etc. Il faut avoir des schémas innovants, différents, et également pas forcément identiques partout sur le territoire, mais avec le même objectif identique, qui est évidemment l'égal accès aux soins partout sur le territoire. Alors, puisque vous en parliez de ce rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, on va expliquer ce qu'il prenait cette semaine dans un rapport. C'est le retour à des établissements de proximité, avec un objectif qui est de désengorger les hôpitaux géants, disent-ils, qui ne parviennent plus à accueillir correctement les patients. On va en parler ensemble, mais on va d'abord écouter ce que pense l'un des acteurs importants de la continuité des soins. C'est le médecin généraliste Jean-Christophe Nogrette. Il est président du syndicat MG France en Limousin, syndicat majoritaire. On l'écoute tout de suite. Je crois que ce dont ont besoin les gens, c'est d'avoir les services de base près de chez eux, efficaces, qui fonctionnent, pas embouteillés, pas embolisés, pas des gens sur des brancards dans les coins et qui finissent par mourir faute de soins. On ne peut plus accepter ça, le système de soins dans son ensemble ne peut plus accepter ça. Et les hôpitaux, les grands hôpitaux comme notre CHU à Limoges, ne peut plus être le réceptacle de toute la misère du monde, sans aucun tri, sans aucune distinction, et qui fait que plus personne n'arrive à gérer. Je pense que les groupements hospitaliers de territoire, c'était le dernier avatar d'une politique erronée depuis des décennies. C'est-à-dire que depuis des décennies, on a voulu traiter le problème de la santé sous l'aspect exclusivement financier, avec une planification qui venait du ministère de la Santé, et puis effectivement, toujours l'option réduction des coûts, optimisation, etc. On a voulu gérer la santé comme une entreprise commerciale, si vous voulez. Les GHT, c'est une façon de faire un groupement d'achat pour les hôpitaux, ni plus ni moins. Ça n'a pas tellement d'autre sens, et ça paralyse tout. Alors, on va voir justement la carte de ces hôpitaux en Limousin. On va commencer par la Haute-Vienne. Il y en a 5 en Haute-Vienne avec évidemment le CHU, le plus gros qui est à la tête du GHT Limousin, le groupement hospitalier du territoire. Ensuite, on va voir la Corrèze. Donc, il y en a 6 en Corrèze, vous les voyez, puis 5 en Creuse. Est-ce qu'il faut revenir donc à ces services-là, Vincent Dolivet? Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Nogrette? Vous le trouvez un peu excessif, peut-être? Un peu excessif, voilà. Parce que, moi, si vous voulez, le groupement hospitalier de territoire du Limousin, on peut avoir un débat sur sa taille en étendue. Bon, c'est vrai que ça peut prêter à discussion. Il y a eu plusieurs hypothèses, d'ailleurs, au départ, c'était pas uniquement... Exactement. Je pense qu'on aurait pu faire aussi différemment. Mais je reconnais que ça pose, si vous voulez, des problèmes sur la partie gestion opérationnelle au quotidien, sur un certain nombre de choses, parce qu'on a un modèle aussi national qui nous est imposé. Voilà, et qu'on aurait besoin d'un peu plus de souplesse. D'autonomie. Pour l'adapter, parce qu'on ne travaille pas de la même manière dans le GHT du Limousin que celui de la Côte Basque, où il y a 2 établissements, où là, on est dans une formule très, très intégrée. En revanche, sur l'aspect médical, je pense que ça a un intérêt, parce que ça a permis quand même à des équipes de se parler, de faire un bilan, d'affronter aussi les problématiques telles qu'elles sont, et de mettre en place des réponses très concrètes. Alors, on ne les voit pas peut-être encore complètement, mais ici ou là, en Haute-Vienne, je sais qu'il y a des équipes territoriales qui se mettent en place sur les urgences. Nous, en Corrèze, on est en train de réfléchir aussi là-dessus. Donc, sur la partie médicale, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors après,
entre la concentration et c'est justement de savoir comment on organise l'offre de soins pour avoir une offre, on va dire, graduée, parce qu'on ne fera pas tout partout de la même manière, et de voir comment, par contre, une personne qui a un endroit du territoire rentre dans le système de santé de la même façon que s'il est dans la grande métropole à tel endroit. Je me tourne vers les usagers de la santé. Votre avis sur cette question, c'est important de revenir à des urgences de proximité? Moi, il me semble que le groupement hospitalier de territoire, comme le dit M. Delivet, c'est important dans le sens où c'était une loi, donc on l'a fait. Il faudra être très vigilant sur tout ce qui se mettra en place avec le groupement hospitalier. Il est vrai qu'on a le plus gros groupement qui se fait sur la région, donc c'est quand même embêtant. Mais je crois on a aujourd'hui l'expérience. Ils échangent, et je suis d'accord avec vous, ils échangent entre médecins, entre différents médecins. Ça, c'est important. Mais je crois qu'il faut être très vigilant sur le groupement hospitalier de territoire. Mais il faut revenir aux hôpitaux de proximité. Il faut revenir, et ça, on le voit bien sur l'hôpital de Saint-Thierry ou sur l'hôpital de Saint-Julien ou Saint-Léonard, sur les consultations avancées. Il faut absolument revenir à ça. Aujourd'hui, on va désengorger on va dire les gros hôpitaux, les grosses structures, pour ramener sur le territoire. Quand on aura compris le territoire, peut-être qu'on pourra revenir à des vraies discussions. Alors, M. Nogrette l'expliquait, les urgences du CHU sont saturées. Ils étaient d'ailleurs parmi les 5 services les plus saturés de France. Ça aussi était le cas à Brive, à un moment chez vous, Vincent Delivet. À Saint-Junien, il y a un service d'urgence, Didier Lequief. Oui. Est-ce qu'il pourrait fonctionner mieux, fonctionner plus ? Il fonctionne déjà pas mal, notre service d'urgence. Après, engorger les urgences, mais oui, à partir de 19h, vous n'avez plus de médecin en ville. Donc les médecins, les patients, la première chose qu'ils font, c'est les urgences. Quand vous n'avez pas de lit dans les hôpitaux parce que tout est plein, alors c'est vrai que moi je veux bien les GHT, mais ça n'aide pas grand-chose. Nous, on n'a pas l'impression que ça va changer grand-chose, parce qu'on a plus l'impression que ça va pouvoir justement mutualiser les services logistiques et administratifs pour essayer de gagner de la masse salariale. Alors après, sur le partage des médecins, il faudrait encore que dans ces hôpitaux, ils aient assez de médecins pour nous en prêter. Nous, on a la problématique sur Saint-Junien. On aimerait bien avoir un cardio, on aimerait bien avoir un anesthésiste, et ils ne l'ont pas forcément pour le partager. Donc ça, déjà, c'est une chose. Mais engorger les urgences, mais oui, mais on ferme de plus en plus de lits. Je veux dire, quand on annonce sur le CHU une fermeture de 101 lits avec 158 suppression de postes, comment voulez-vous que les urgences ne soient pas engorgées? Nous, sur Saint-Junien, quand on n'a plus de place, on n'a plus de place. On a fermé 12 lits. On nous parle de fermer encore 6 ou 7 lits. Mais forcément, à force de fermer des lits, il n'y aura plus de place. Et quand il n'y a plus de place, c'est les urgences qui trinquent. Moi, je pense qu'il y a également aussi un vrai problème au niveau de la prise en note de nos politiques. Je crois qu'il faut ramener nos médecins sur les territoires comme les nôtres. On n'est pas plus mauvais que dans le Nord ou à Paris. On a des choses très intéressantes. On a une vie qui est quand même bien plus intéressante en Limousin que sur Paris, pour y aller quelquefois. Donc je crois que c'est vraiment une décision de nos politiques et de la politique de santé. Ramenons ces médecins dont on a besoin dans le Limousin. Leur donner envie de venir travailler chez nous. Tout à fait. Mais juste un point important. Je pense que le GHT ne s'oppose pas à la proximité. Enfin, ça, et au contraire, je pense que la mutualisation, enfin, les créations d'équipes territoriales communes, ça peut justement maintenir une offre en proximité dans certains endroits où ces hôpitaux ne seront plus en mesure de recruter. Parce que je pense qu'il faut aussi regarder quels sont les paramètres en termes de réalité. Les jeunes médecins, aujourd'hui, n'iront pas, qu'on le veuille ou non, s'installer dans certains endroits parce qu'ils veulent être plutôt dans des agglomérations. Ils aiment bien travailler dans le secteur rural, mais le soir, ils veulent être à un endroit où leur épouse a du travail, où leur mari a du travail, où leurs enfants ont accès à un certain nombre de biens, etc. Voilà. Donc, il faut. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh ben, on fait des points de fixation, d'une certaine façon, dans un certain nombre de... C'est-à-dire qu'on détache des personnes sur 2-3 jours par semaine. Ça veut dire que c'est plus facile, par exemple, pour nous, à Brive, de recruter des médecins et de dire ensuite, dans un accord avec UCEL, mais qui peut avoir des médecins, évidemment, et il faut le souhaiter sur place, mais de dire que de temps en temps, on peut faire des consultations avancées, on peut peut-être travailler sur des équipes d'urgence communes et de temps en temps avoir des médecins qui aillent sur tel ou tel site. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir une solidarité qui se mette en place justement pour maintenir cette proximité. Et c'est tout l'enjeu du groupement hospitalier de territoire. Et si on arrive à faire ça, on aura gagné. Parce que le reste, il ne faut pas se leurrer. Dans des hôpitaux très isolés, même si on a envie, en termes de proximité, de maintenir les choses, c'est aujourd'hui très compliqué, parce que plus que les aspects financiers, c'est l'aspect démographie médicale qui pèse. Et donc, pour recruter des bons médecins dans certains endroits, ça devient extrêmement compliqué. Donc, il faut voir comment on s'organise pour apporter cette ressource
en proximité. Et sur les urgences, c'est pas le problème du service des urgences, c'est le problème à la fois du service des urgences, de la partie aval, vous avez tout à fait raison, sur la partie hospitalisation et sortie d'hospitalisation, et amont avec la médecine de ville. Donc il faut qu'on réfléchisse. La permanence des soins, comme on dit. Mais oui, sur la permanence des soins, hôpital, ville, il y a plus de 40%. C'est-à-dire qu'il manque un acteur entre les deux, peut-être Non, pas forcément. Il y a aussi un travail à faire d'ouvrir l'hôpital à la ville. On peut imaginer ça dans certains endroits. Une forme de dispensaire public. Mais il n'y a pas besoin forcément de dispensaire. On peut dans des hôpitaux de proximité, et ça se fait. Il y a eu des expériences à Belle-Île, il y a eu des expériences sur 2 endroits, où l'hôpital de proximité a ouvert finalement ses locaux à des médecins généralistes qui se sont installés et qui ont contribué aussi à l'activité de prise en charge du non programmé, etc. Donc vous voyez, il faut qu'on pense différemment, parce que si on est sur les schémas où on dit un service d'urgence doit répondre à tel cahier des charges, c'est valable dans des grosses structures comme à Limoges, comme à Brive ou ailleurs. Par contre, c'est beaucoup plus contestable dans des petits hôpitaux où il y a des passages moins nombreux, mais pourtant il faut assurer une permanence des soins. Donc la permanence des soins, il faut l'organiser différemment, parce qu'on génère aussi un système qui provoque de l'intérim, qui provoque le nomadisme médical et qui provoque à la fin... Qui coûte plus cher. Oui, mais en termes de qualité aussi, qui parfois se traduit par un drame parce que on n'a pas des équipes permanentes. Voilà. Moi, je préfère des équipes. Vous voyez, sur le CHU, je sais qu'il y a des initiatives ou des discussions avec Saint-Junien, je crois en digestif. C'est bien que les chirurgiens du CHU aillent opérer à Saint-Junien. Et ça apporte une qualité qu'on n'aurait peut-être pas sinon. Mais on perd quand même sur la proximité. Nous, on veut bien qu'il faut garder les hôpitaux de proximité, mais on ne donne pas envie aux médecins de venir chez nous. Je veux dire, quand vous entendez notre hôpital qui est déficitaire de 3 500 000 €, quand vous entendez qu'il n'y a pas d'investissement, qu'on ne peut pas recruter de personnel, mais on n'a pas envie d'aller travailler à Saint-Junien, je pense, avec tout ça. Mais je veux dire, on a des problèmes, on prend des médecins intérimaires. Vous prenez la cardiologie, on prend un médecin intérimaire qui coûte 1 200 € par jour. Mais comment vous voulez qu'avec le déficit qu'on a, on puisse s'en sortir? On le creuse de plus en plus. On n'a même plus d'infirmières, on est au minimum. Il faut prendre de l'intérim. Une infirmière intérimaire, c'est 350 € par jour. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et c'est là qu'on va perdre les hôpitaux de proximité, parce qu'on n'a pas ces médecins qui n'ont pas envie de venir travailler chez nous. Mais on est d'accord, on les trouve pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas les laisser isolés. Et donc le GHT, de ce point de vue-là, est plutôt un atout. Sauf si on est sur de la concentration. Devrait être un atout. Pour l'instant, ça n'a rien changé pour l'hôpital de Saint-Julien, à part l'externalisation de la production de cuisine, où on commence à nous dire on va vous prendre la cuisine, on va vous prendre la blanchisserie. Oui, alors là, effectivement, on va enlever du personnel. Mais c'est bien, ça va réduire le déficit. Mais pour l'hôpital, non, c'est pas. Et pour les employés, c'est encore pire. Bernard Tolary, vous êtes inquiet, vous, en tant que représentant des malades, des usagers, des patients? Inquiet, bien sûr qu'on sera toujours inquiet, mais nous sommes maintenant dans ces commissions d'usagers où on a le droit de parole, où enfin on est respecté et où on nous autorise à parler et à s'exprimer et pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est important. C'est la nouvelle loi de santé qui nous l'a amené du 1er janvier 2017 de Mme Marisol Touraine. Mais aujourd'hui, monsieur parlait de démographie. Aujourd'hui, on est dans une région qui se vide. On a de plus en plus de personnes âgées. Comment on va les prendre? Est-ce qu'un jour, on va travailler vraiment sur la personne âgée, sur les personnes qu'on a à domicile? Prenez le SIAD du CHU sur l'assistance à la maison. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est l'ambulatoire. Il faut savoir très bien, et je ne pense pas que M. Delivet me dise le contraire, demain, on va pour 60% d'ambulatoire. C'est à peu près ça. Oui. 60-70%. Je ne suis pas contre. Moi, je dis simplement, c'est que, quel que soit, aujourd'hui, je dis, on sait soigner, on sait opérer, on sait faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prise en charge de la personne, y compris en ambulatoire. Vous venez quand? Vous avez ça? Hospitalisation à domicile, par exemple? Oui, on y arrive. Mais expliquez aux gens. Moi, je veux qu'on se pense que le patient, excusez-moi peut-être d'être un peu brut, il n'est pas imbécile. Il est capable de comprendre si on lui explique le pourquoi de la démarche médicale. Pourquoi on peut le prendre en ambulatoire, qui risque rien. Je sais qu'au CHU, il s'est créé quelque chose. Et ce n'est pas forcément le cas. Ça manque encore. Je pense qu'on n'a pas cette information assez donnée. Le suivi à domicile, après, derrière. Moi, je le vois bien dans les adhérents de nos associations dont je suis responsable. On voit bien les questionnements. Moi, je dis, nous, on n'est pas médecin, on n'est pas kiné, psy, mais on est là pour essayer de soulager les gens, leur répondre à certaines de leurs questions. Ou nous, on ne les a pas. Et si l'hôpital ne leur donne pas, moi, j'ai vu, il n'y a pas très très longtemps, des choses. Il faut expliquer aux gens. Et le malade est capable de comprendre. Vincent Delivet, à Brive, il y a eu fusion des maternités, par exemple, un rapprochement des maternités. Ça, c'est une piste de travail aussi, c'est une piste d'avenir. Écoutez, c'est le bon sens, c'est intelligent. Vous avez 2 maternités à 500 mètres de distance qui font, une un peu plus de près de 900 accouchements et l'autre autour de 600. Bon,
on les associe. Mais le résultat, il est immédiat. Aujourd'hui, j'ai des candidatures de médecins que je n'avais pas jusqu'à présent. Et ils me disent, on veut venir à l'hôpital de Brive parce qu'il y a une maternité qui est plutôt sympa. Vous êtes autour de 1500 naissances, c'est pas gigantesque, mais c'est déjà très bien. Il y a toute une infrastructure qui est bien. On a envie de participer à ce projet. Donc voilà, sur les personnes âgées, M. Ortolari, je pense que quand on prend l'exemple de Brive, de la Corrèze, sur le fameux parcours pour personnes âgées en risque de perte d'autonomie, bon, ça a beaucoup changé les choses. Quand j'ai eu mes urgences qui ont augmenté de 10% l'année dernière, oui. Si je regarde les plus de 75 ans, en fait, leur proportion a peu augmenté, alors que la population n'a pas cessé de vieillir. Donc il y en a moins qui viennent aux urgences. Oui, mais ça veut dire que c'est-à-dire qu'en amont, ça fonctionne. Mais oui, parce qu'il y a un travail d'équipe mobile gériatrique hospitalière qui intervient à l'extérieur, sous la direction, enfin à la demande des médecins traitants, en lien avec le médecin traitant. Et donc on a effectivement prévenu beaucoup d'hospitalisations inutiles. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a des solutions, mais ça réclame de sortir finalement chacun de son secteur et de réfléchir ensemble. Et il y a, dans le Limousin, il y a beaucoup de gens qui ont cette énergie, qui sont capables de dépasser les clivages habituels. Ben, il faut y aller parce que les enjeux, ils sont effectivement de taille pour maintenir des services publics, un accès à la santé partout sur le territoire et surtout de qualité. Parce que on peut dire, on aurait tous envie de dire, ouais, il faut maintenir tel truc, tel machin, etc. Mais si c'est à la fin pour rendre un service qui est pas de bonne qualité, on aura tout faux. Voilà. Moi, ce que je regrette dans le GHT, c'est qu'en effet, qu'un GHT public. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a le GHT public, mais il y a le privé. Et quand on sait ce que ça représente aussi, je crois que pour une fois, essayons d'être un petit peu conciliants, de rapprocher le public et le privé. Vous l'avez fait à juste titre dans certaines façons. Je crois que le patient sera gagnant. Oui, mais alors, excusez-moi, sur ce point qui est très important, parce qu'on en parle souvent, là, cette histoire de GHT. Bon, il ne faut pas fantasmer sur les groupements hospitaliers de territoire. C'est avant tout une stratégie publique de demander aux hôpitaux de définir une stratégie publique, comme les groupes privés d'ailleurs de cliniques le font. Oui. Moi, à Limoges, par exemple. Voilà, moi, j'ai jamais été invité au directoire d'une clinique privée pour discuter de leur stratégie. En revanche, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a une deuxième phase, une fois que le projet médical du GHT est mis en place, c'est comment on discute avec l'ensemble des partenaires d'un territoire pour mettre en place un projet commun et collaborer comme on nous le demande. Voilà, donc ça, c'est pas un souci, mais par contre, intégrer dans la gouvernance le secteur privé, dans ce cas-là, on va tous partir. Le patient en sortira vainqueur de tout ça. Le patient, il en sortira vainqueur de tout ça. Oui, bien sûr, des coopérations, évidemment. Des coopérations, il en sortira vainqueur. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera demain ? C'est-à-dire que c'est vrai, l'explication, la prise en charge, le suivi, pour un malade, c'est drôlement important. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Cette émission est déjà terminée. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Vous pouvez la revoir sur notre site internet ainsi que sur la page Facebook de France 3 Limousin. Tout de suite, vous retrouvez le Flash Info de ce dimanche avec Angélique Martinez. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin François Hollande, l'ancien président. La semaine prochaine, pas de Dimanche en politique pour cause de 24 heures du Mans, de Coupe du Monde de football, pardon. Rendez-vous le 24 juin pour la dernière de la saison. Nous parlerons des festivals de l'été en Limousin et il y aura de la musique.